Est-ce que certains patients finissent par s'éloigner du système de santé après des expériences de discrimination ? Alors oui, effectivement, c'est un processus qu'on repère dans des enquêtes en sociologie, c'est-à-dire la construction d'une certaine forme de défiance à l'égard des institutions sanitaires, mais aussi des médecins, de la part de patients et patientes qui ont été victimes en fait de discrimination. Donc ce sont des personnes qui rapportent le fait que par exemple elles ont été soumises à un certain nombre de stéréotypes, notamment que leur parole n'a pas été entendue en relation par exemple avec l'expression de leur douleur, mais ce sont aussi des personnes qui rapportent le fait que les patients, que les médecins ont pu leur donner des quantités, des dosages de médicaments différentiels en justifiant le fait que c'était aussi parce que ce sont des personnes qui appartiennent à un groupe ethno-racial différent. Donc ça, ce sont issus d'enquêtes notamment aux États-Unis que l'on a pu mener. Et donc on voit que les patients en fait ont effectivement soit le choix de se tourner vers un médecin qui est de leur propre origine ethno-raciale, donc ça peut être une première stratégie, mais le plus souvent en fait ils vont chercher des façons de se soigner alternatives, donc se tourner vers des formes de médecine alternative qui ne sont plus forcément reprises dans les grandes institutions de soins. Et il faut aussi mentionner le fait que la médecine ça reste un milieu où les professionnels sont majoritairement blancs. Et donc finalement pour des patients et pour une patientèle notamment par exemple africaine-américaine, se tourner vers des médecins africains-américains, c'est pas forcément facile dans toutes les situations puisqu'il n'y a qu'une minorité extrême de professionnels qui pourraient éventuellement les prendre en charge. Et donc le plus souvent, ce type de patients vont en fait tout simplement refuser de retourner dans les hôpitaux ou n'y aller qu'au dernier moment lorsque leurs symptômes sont vraiment presque trop graves et lorsqu'il est presque trop tard pour les traiter. Il y a en effet beaucoup de stratégies d'évitement pour éviter l'infantilisation et ça, ce sont des réflexes qui sont aussi hérités de l'époque coloniale, parfois inconscients de la part des soignants ou des soignantes, une forme de paternalisme médical, une déconsidération de la douleur, l'absence d'écoute, qui crée une fatigue, une lassitude, une colère, voire une peur en fait du système médical. Beaucoup témoignent, donc à l'heure actuelle en France, ce sont plutôt des témoignages et là je peux renvoyer notamment à Camille Aumont-Carnel qui a écrit Être raciste, c'est quoi ? C'est un ouvrage très court qui est très percutant et très violent aussi en fait par les témoignages. Mais on en apprend beaucoup en fait des violences médicales et gynécologiques et il y a notamment un exemple d'une femme, enfin beaucoup d'exemples, mais dont un exemple où l'on voit que ces souffrances sont minimisées parce que le gynécologue lui renvoie le fait que sa sexualité doit être sauvage parce que son conjoint, qu'il suppose être un homme noir et auquel il assigne de nombreux stéréotypes, doit pratiquer une sexualité violente. Donc il y a une multitude de stéréotypes qui entourent là la maladie en elle-même ou la souffrance. Alors, il ne faut pas généraliser cela, bien sûr, à tout le domaine médical, mais cela existe et il faut prendre conscience que ce ne sont pas des cas isolés. C'est un véritable système qui est en train d'être dénoncé ici par cette multiplication de témoignages. Et il faudrait multiplier les études, je pense, quantifier les discriminations pour pouvoir lutter efficacement. Parce que ces personnes, en fait, disent qu'il y a une forme on les renvoie vers une forme de victimisation. On leur dit très souvent qu'elles se victimisent. Et pour dépasser ce cadre-là, les témoignages sont bien sûr essentiels, mais il faudrait peut-être développer des veilles, des comités de vigilance dans les structures de soins, peut-être des questionnaires à l'intention des usagers, des usagères, pour voir aussi quel est leur rapport au système de santé. Pouvez-vous nous parler de la question de la santé mentale ? Aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui paraissent et qui mettent en lumière les liens très étroits entre le racisme et la santé mentale. Cela vient des États-Unis, mais aussi de France. Aujourd'hui, il y a des psychiatres comme Fatma Bouvet de la Maisonneuve, comme Raki Kassi, Yaoucha d'Almeida, qui montrent notamment qu'elles reçoivent dans leur cabinet des personnes qui sont victimes de dépression, parfois de stress post-traumatique. Enfin, c'est similaire en fait au stress post-traumatique. Et cela a été appelé le
trauma racial. Et aujourd'hui, en fait, c'est reconnu. Et d'ailleurs, Fatma Bouvet de la Maisonneuve a créé un institut, l'Institut d'études et d'action citoyenne, qui a pour but de prendre en charge, dans le domaine psy notamment, des personnes victimes de ces impacts majeurs du racisme sur leur santé mentale. Et on sait qu'il y a aussi, au-delà de la santé mentale, la santé physique qui est en jeu. Et aux États-Unis, ils ont notamment montré que le racisme, c'est 48 000 femmes africaines-américaines qui ont été étudiées de 1997 aux années 2020. L'étude a été faite sur le long terme et elles ont développé 2 fois plus de maladies coronariennes que les femmes blanches au cours de leur vie. Et on attribue cela notamment à des micro-agressions ou à des agressions racistes qui sont quotidiennes. Voilà, donc il y a des liens très forts sur la santé mentale, sur des cas de dépression, parfois même d'envie de suicide, etc., mais aussi des liens avec la santé physique, des liens majeurs. Quel message adresser à celles et ceux qui subissent ces discriminations dans le secteur de la santé ou de l'emploi ? Une façon de effectivement éviter l'internalisation des stéréotypes pour des personnes qui en seraient victimes, c'est de s'informer, de lire sur le sujet, notamment les enquêtes en sciences sociales qui existent et qui permettent de montrer que finalement ces déterminismes peuvent être déconstruits pour éviter le fait que cette charge raciale, justement, ce dont on a parlé auparavant, c'est-à-dire le fait de considérer que ces expériences sont individuelles, sont en fait systémiques. Et ça peut effectivement permettre aussi de mettre à mal ce sentiment en fait d'infériorisation qui effectivement peut gagner certaines personnes qui sont systématiquement touchées par ces formes de discrimination, que ce soit notamment des discriminations en santé, ces phénomènes d'interaction négative qu'elles connaissent au quotidien, également les biais auxquels elles sont exposées, et notamment la circulation d'idées discriminatoires et de stéréotypes dans les médias. Et donc ça, c'est une première chose, c'est effectivement de s'informer pour être armé pour effectivement faire face à ce type de diffusion de stéréotypes qui effectivement les affectent aussi bien dans leur santé mentale que leur santé physique. D'ailleurs, il a été prouvé que la charge raciale, qui a été étudiée par Maboulas ou Mauro, a des impacts sur la santé mentale. C'est cette hypervigilance constante face au risque d'agression ou de micro-agression raciste qui peut amener les individus à développer des dépressions ou d'autres formes de fatigue mentale et fatigue physique récurrente. Donc oui, ce qu'on pourrait dire à ces personnes, comme on pourrait le dire aux personnes victimes de discrimination sexiste ou de harcèlement, c'est qu'on vous croit, c'est-à-dire que ce n'est pas anecdotique, vous n'êtes pas seul, il y a un système, comme l'évoquait Élodie. Il faut simplement que la société s'éduque aussi, que la société déconstruise ces stéréotypes. Mais voilà, il faut, parce qu'il y a souvent des personnes qui ne se sentent pas considérées ou qui ne vont plus témoigner, fatiguées en fait de devoir parler de tout cela. Mais il faut leur dire qu'elles ne sont pas seules et que le système va lutter. En fait, en tout cas, on espère que la société va tenter de s'éduquer et de tenter de comprendre en fait ces stéréotypes qui nous anime en fait encore. Voilà. Mais il faut se dire que c'est en marche. Et la note positive, c'est que il y a des structures de formation aussi qui se mettent en place pour éduquer la société, pour qu'elle déconstruise ces stéréotypes construits pendant plusieurs siècles.